Allez, cette question à présent, le gouvernement cherche-t-il à se mettre à dos les retraités? La question, elle mérite d'être posée après cette annonce qui a surpris plus d'un, annonce de suppression d'une niche fiscale dont bénéficient les seniors les plus de 70 ans. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Donc voilà, le gouvernement envisage, c'est confirmé par Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, cette suppression de l'exonération de cotisation dont bénéficient les plus de 70 ans qui emploient donc un salarié à domicile. La question qu'on se pose, c'est est-ce que après, encore une fois, il y a eu des différents épisodes. La non-compensation de la hausse de la CSG, pardon, c'est le passé, mais il faut parfois regarder dans le rétroviseur. Après, le quasi-gel des pensions de retraite, même si le gouvernement est revenu évidemment sur sa copie. Est-ce que ce gouvernement a une dent contre les retraités? Alors, je ne sais pas s'il a directement une dent contre les retraités. En tout cas, il est assez évident qu'un certain nombre de mesures budgétaires les concernent, et pas forcément dans le bon sens. Vous avez parlé de la désindexation. Effectivement, qui a lieu en 2019. Certes, il y a une réindexation en 2020 pour une partie des retraités. Il y a le hausse de CSG. Le gouvernement est revenu en partie sur un certain nombre de retraités. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de créer des transferts, en tout cas. En estimant que les retraités ont plus de niveau de vie qui est plus important que les actifs. Voilà, et relativement bon. C'est ça la logique intellectuelle? Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça en disant que en fait, le gouvernement, en tout cas, considère certainement que les retraités ont des niveaux de vie qui sont suffisamment importants pour ne pas être aidés. Et même voire être prélevés pour financer, on le voit dans le cas du transfert cotisation CSG, éventuellement du revenu pour les actifs. Donc c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions, ça pose un certain nombre de questions d'équité ou de justice, même pour un certain nombre de personnes. Et c'est vrai qu'il y a une autre problématique, c'est qu'on voit, enfin dans ce cas des exonérations de cotisation, c'est que d'une part, c'est vrai que ces aides-là, en fait, peut-être qu'elles profitent à un certain nombre de retraités qui ne sont pas modestes au final. Mais malgré tout, ça leur permet de rester chez eux. Donc il y a quand même cette question de savoir est-ce que c'est plus avantageux pour la société que ces personnes-là restent chez eux, quitte à être aidées fiscalement. Et puis après, il y a la question de l'emploi derrière. C'est-à-dire que tous les crédits d'impôt, attention, ne sont pas supprimés. Il y a cette exonération de cotisation patronale, encore une fois, sur l'emploi d'un salarié à domicile, qui pour le coup sautera pour les plus de 70 ans, enfin qui sera recentré, on va expliquer après. Mais il reste encore le crédit d'impôt, il reste encore… Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir dans les stats, effectivement, vous avez raison, c'est qu'en fait, les retraités, ces seniors de plus de 70 ans, vont tomber en fait dans les aides classiques, qui sont surtout le crédit d'impôt d'ailleurs. Oui, qui fonctionnent pour tout le monde. Qui fonctionnent pour tout le monde. Mais ça va générer un surcoût, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un calcul qui a été transmis, c'est-à-dire que vous avez à peu près une hausse, ça fait un surcoût de 10%, ce qui n'est pas totalement négligeable. Si vous employez, par exemple, par mois, une personne pendant 20 heures à 8 € net, en gros, ça génère un surcoût de 17 €. C'est-à-dire que si au lieu d'avoir 160 €, vous aurez 177 €. C'est avec 17 € x 12, vous avez 200 € en plus annuellement. Donc ça peut quand même, c'est pas totalement négligeable, même si l'aide, il y a quand même encore un crédit d'impôt qui existe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, chez les 75 ans et plus, en fait, il y en a 40% qui ont une aide, formelle ou informelle, de toute façon, pour un certain nombre de choses. Et c'est là où peut-être qu'il y a quand même une discussion. C'est vrai que l'exemple du jardinier qui avait été donné par Sibeth Ndiaye n'est pas représentatif en réalité. C'est-à-dire que 43% des… Qu'est-ce qu'elle donnait comme exemple? Elle disait qu'en fait, on n'avait pas subventionné l'aide liée à un jardinier, par exemple, d'un retraité qui aurait un revenu élevé. Et qui aurait les moyens de se payer un jardinier. Et qui aurait les moyens de se payer un jardinier. Or, en fait, quand vous regardez les statistiques, ça c'est intéressant, c'est que 43%, en réalité, 43% des seniors de plus de 70 ans ont recours à ça pour des histoires de ménage, notamment. Et 20%, c'est par exemple pour s'habiller ou la toilette. Et le jardinier, c'est 4%. Donc 4% des seniors, plus de 70 ans, ont recours à une aide de jardinier. Alors ça peut être pour tailler la haie, c'est pas forcément un château non plus. L'argumentaire, du coup, pose une question, c'est que c'est une vraie aide, et sachant que beaucoup d'aides, en fait, sont des aides informelles, c'est-à-dire que c'est des aides familiales, c'est-à-dire que quand vous regardez… Donc, qui sont utiles, qui ne sont pas superflus. Qui ne sont pas superflus, donc c'est vrai que ça pose la question de vraiment qui bénéficie. Est-ce que, finalement, le cas du jardinier, qui reste en fait assez emblématique, n'est pas forcément représentatif, et ça pouvait poser la question, est-ce qu'il ne fallait pas revoir le périmètre des aides qui pouvaient être vraiment financées, qui sont éventuellement du ménage ou de la toilette, qui sont vraiment importants mais pas pour du jardinage. Voilà, et parce à défaut de raboter tout le monde. Et parce que le gouvernement dit, mais oui, mais on va recibler sur les personnes handicapées ou dépendantes. Sauf que vous avez des personnes âgées. Mais ça se tient cas pour le coup comme argument. Oui, mais sauf que vous pouvez être une personne âgée, vous avez besoin d'une aide, mais vous n'êtes pas dépendant ou handicapé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui restent chez elles, qui ne sont pas dépendants ou handicapés et qui n'auront plus cette possibilité-là.
Combien Donc, de retraités sont concernés par la mesure si, encore une fois, le gouvernement revient alors, en arrière? On en parlera juste après je- au secrétaire d'État en charge de la fonction publique, Ouais. Olivier Dussopt. bah, il vous donnera certainement mieux les chiffres que moi. Je sais que ça concerne 3 000, enfin, pas forcément, mais ces aides de seniors, je crois que ça représente, c'est pas loin, il y a 3 millions de seniors, je crois, qui les utilisent. Mais il faut vérifier ce chiffre-là, hein. Mais ça veut dire que l'économie budgétaire qui est attendue est 310 millions en 310 millions. 2019, Donc, 360 en rythme voilà. à partir de 2020. Ce qui est pas totalement négligeable, hein, malgré tout. Mais surtout, elle va pas être. On voit que il y a quand même une vision budgétaire derrière ça, hein. La vision est de faire des économies et considérer, pardon, que ces économies, en fait, en tout cas, elles sont mal. En tout cas, ces mesures fiscales sont mal utilisées, voire Ce qui est selon vous discutable. Ce qui est extrêmement discutable quand on voit les chiffres. En fait, quand on voit les chiffres, il y a des vraies aides, notamment pour des aides à domicile pour des personnes qui souhaitent rester chez elles et pas aller forcément en maison de retraite. Mais qui ne sont pas dépendants. Mais qui ne sont pas dépendants ou pas handicapés, ce qui est quand même. Le gouvernement veut recentrer en disant nous, on va aider Voilà. ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont dépendants, ceux qui ont. Et ça, on n'a pas eu les éléments pour le moment. Et c'est vrai que comme on parle d'économie budgétaire et pas de redéploiement, forcément, à la fin, c'est quand même les seniors qui vont utiliser ce type d'aide qui vont payer, en tout cas payer plus cher. Et ça pose après une autre question qui est quand même importante, c'est la déclaration de ce type d'emploi, quoi. Alors c'est vrai qu'il y aura encore les crédits d'impôt, mais c'est vrai que souvent ces crédits d'impôt ou ces aides-là, elles sont utiles parce qu'elles sont quand même ciblées sur des personnes qui en ont quand même plutôt besoin. Mais ça aussi, ça permet d'avoir une forme de déclaration d'emploi qui, pendant un moment, était sous-déclarée. Donc c'est vrai qu'il y a quand même la question de l'emploi qui est aussi sous-jacente. La question aussi, c'est de se dire, voilà, c'est 300 millions d'euros, c'est pas non plus rien en termes d'économie budgétaire, mais on se dit, en termes de message qui est envoyé par le gouvernement, en disant, voilà, 2020, c'est l'année des baisses d'impôts, 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu. Ça ne vient pas polluer, encore une fois, altérer un petit peu le message en disant, ils grattent là où ils peuvent pour financer ces baisses d'impôts. Bah oui, on voit bien, oui, assez clairement, le message qui risque de mal passer, c'est effectivement des mesures fiscales assez importantes, plutôt ciblées sur les actifs, au début du quinquennat, qui étaient plutôt ciblées sur les plus grosses fortunes, et puis après, essayer de trouver des économies un peu à droite à gauche. Il y a effectivement l'assurance chômage, on voit des économies attendues, et donc c'est vrai que… là, on est en milliards. Là, on est en milliards, et c'est plutôt, effectivement, il y a la question quand même… C'est les cadres, notamment, qui vont contribuer. Les cadres, mais pas que les cadres, hein, c'est-à-dire que vous ouvrez les droits de façon… C'est plus compliqué. Oui. Et là, maintenant, il y a la question des retraités qui arrive après, effectivement, un épisode qui a été quand même complexe, hein, sur les hausses de CSG ou des indexations. Et donc, ça risque de polluer un peu le message global de la baisse de fiscalité pour 2020. Voilà, on voulait faire le point. Merci à vous, Mathieu Plane, donc directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci.